aussi 20 heures, ça permettra peut-être à certains d'entre vous de dialoguer avec Alexis, qui ici a 2 de ses ouvrages sur la laïcité et sur les frais bancaires, qui peut les dédicacer. Donc ici, vous avez une table donc, bibliothèque. Vous avez aussi une table matérielle ici, qu'il faut prendre. Je ne veux rien avoir dans la voiture ce soir. Sachant que dans 2 jours, je recevrai une 3e palette de matériel, avec notamment les affiches officielles surnuméraires pour remplacer, j'en parlerai après. Donc aujourd'hui, ce meeting avec 3 intervenants de qualité. Nous avons donc aujourd'hui Aurélien Saint-Toul. Aurélien Saint-Toul qui a vécu très longtemps dans les Pyrénées-Orientales, qui est en fait l'attaché parlementaire de Bastien Lachaud. Et Bastien Lachaud n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il s'occupe ardemment du meeting de Toulouse, qui est un grand événement de campagne qui sera extrêmement important pour créer la dynamique et passer au second tour. Donc, Toulouse, ça m'embêtera d'en reparler au cours de cette réunion pour voir un petit peu les cas et les initiatives pour faire de Toulouse un énorme succès du style de Paris, Bastille, République, de Marseille, de Montpellier auparavant. Donc Aurélien Saint-Toul qui lui est membre de du Parlement de l'Union populaire, c'est-à-dire le Parlement qui réfléchit, qui discute, qui propose et qui montre le mouvement d'élargissement du rassemblement de la France Insoumise, Union populaire désormais. Donc, et également, Aurélien était tête de liste municipale à Montrouge, leader de l'opposition. Donc il avait rassemblé une belle liste qui avait fait un score assez intéressant. Donc, Aurélien, bienvenue à toi dans les Pyrénées-Orientales, tu reviens et tu connais un peu. Ensuite, on a Claire Lejeune qui Claire Lejeune qui était en fait engagée chez les écologistes et elle a compris en fait que l'écologie populaire et sociale c'était ici et par ailleurs. Effectivement, elle a fait partie de ces ralliements qui ont été extrêmement importants pour créer la dynamique et montrer que notre programme s'occupait de toutes les questions et de manière structurante pour des ruptures. Ensuite, Alexis Corbière. Alexis Corbière, député en Seine-Saint-Denis, sur la circonscription de Montreuil-Palmollet. Alexis Corbière, qui est donc très actif depuis que le courant mélenchoniste est devenu un courant politique à part entière en 2008, au moment de la création du parti de gauche, puis dans le cadre du Front de gauche, puis France Insoumise, Union populaire désormais. Alexis, qui s'occupe notamment des questions relatives à la défense, à l'Assemblée nationale, qui s'occupe également des questions liées à la 6e République, à la démocratie, à la crise démocratique. Et donc, en fait, le programme d'avenir en commun, donc il nous reste que 2 exemplaires, tout a été vendu déjà, donc il y a encore 2. Ce programme, qui est un programme de rupture, en fait, s'articule autour de 3 éléments. La rupture sociale, Aurélien va en parler. La rupture écologique, Claire va en parler. La rupture démocratique, Alexis va en parler. Donc ces 3 interventions sont extrêmement complémentaires pour montrer la force propulsive de notre programme d'avenir en commun. Alors, juste une explication pourquoi les 3 intervenants sont une marche plus haut que nous. Parce qu'en fait, il reste une marche encore à gravir pour être au second tour. On est 3e. Depuis 2 semaines, on a largué irrémédiablement Pécresse et Zemmour au 4e et 5e rang. Il reste plus que ça. On va gagner, effectivement. Alors, bien sûr, ils vont faire descendre à la mêlée et ils vont faire la parole à ce pupitre. Aurélien, tu commences. Et donc, Aurélien Saint-Toul, tu as la parole pour aborder un des aspects du programme d'avenir en commun. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Merci aussi à mes camarades qui m'accompagnent. Merci à vous d'être venus si nombreux. Francis vous l'a dit, j'ai grandi ici, donc j'ai quelques éléments de comparaison. Je sais que cette salle remplie, c'est un vrai bon signe. Ça n'arrive pas tous les jours.
disait ma prof d'histoire, avant d'atteindre le deuxième tour et que la dynamique nous porte à la victoire. Avant de développer, la première des choses que je voulais dire, c'est que je voulais nommer un Perpignanais. Un Perpignanais de 2 ans. Et je pense que les Perpignanais de 2 ans de cette nature, quand on les a forcément croisés dans la rue, ici c'est la ville de Lussat, je sais, j'ai grandi, et il y a un Perpignanais qui a disparu, qui a été assassiné. Il s'appelle Federico Aramburu. Je ne sais pas pour qui Aramburu aurait voté. Je ne veux pas dire qu'il aurait voté pour nous. Ce que je sais par contre, c'est qu'il l'a assassiné. Ce que je sais, c'est pour quelle raison il a été assassiné. Aramburu, ce joueur de l'USAP et de bien d'autres clubs, a pris la défense de quelqu'un. Je ne sais pas, les circonstances ne sont pas précises, mais manifestement c'était une personne étrangère. Et des fachos, des racistes, ont décidé de leur faire un mauvais sort et il s'est interposé. Il s'est interposé. Et ils ont réglé son compte après. Probablement dans le dos, lâchement. Comme le fait l'extrême droite d'habitude. Ici, on n'est pas n'importe où. On est dans une ville où l'extrême droite fait un score énorme, où l'extrême droite a mis sa patte. C'est ça l'enjeu, aujourd'hui, de l'élection. C'est que les amis de l'extrême droite, les gens qui sont les complices des assassins d'Aramburu, n'avancent plus. Il est temps de leur dire stop. On est dans un coin de France qui sait ce que c'est que l'extrême droite, qui sait ce que c'est de lutter contre l'extrême droite. Moi j'ai grandi, j'ai toujours entendu dire qu'ici c'était le lieu de la retirade, le lieu des républicains, le lieu où on accueille. On ne va pas laisser dire encore pendant des années que ici on peut être raciste, on peut être fasciste, on peut soutenir des gens qui, comme ceux qui ont assassiné Aramburu, choisissent la violence systématiquement. Ça n'est pas possible. Et on a une opportunité historique avec Jean-Luc Mélenchon, avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est d'aller leur mettre la raclée qu'ils doivent prendre et les ramener dans les poubelles de l'histoire, là où ils n'auraient jamais pu sortir. Donc cette élection, on va le faire, on va passer le résultat pour mettre la raclée. Le deuxième aspect, évidemment, c'est de battre Macron. Battre Macron, on va le faire. On va franchir l'étape de du premier tour. On va pas parler de vote utile. En ce moment, on parle beaucoup de vote utile, mais il ne s'agit pas d'un vote utile. Et on a raison de dire que c'est un vote efficace. Voter Mélenchon, c'est un vote efficace. D'habitude, quand on dit vote utile, on dit ouais, c'est moins 10 ans, c'est moins bien que ce que je voulais, mais je le choisis. Mais Mélenchon, c'est pas ça. Le programme de Mélenchon, le programme de l'Union populaire, c'est pas moins bien, c'est plus ambitieux. C'est ce à quoi on aspire le plus. Et que d'habitude, on se dit ah, mais ça va pas être possible parce que les autres n'en voudront pas. Mais c'est pas vrai, les autres en veulent. On est déjà en dynamique, on est déjà à 15%. Et être aujourd'hui en situation de passer au deuxième tour, c'est créer les conditions justement différentes de la victoire, c'est créer les conditions pour que le pays change, pour que le débat public change, pour qu'on ne passe pas des heures à parler de racisme, d'étrangers, de sécurité, etc. Mais qu'on parle des vraies questions, qu'on confronte deux projets, deux visions du monde. Le monde de Macron et l'autre monde possible, celui de l'Union populaire. Le monde de Macron, c'est un monde d'inégalité. 9 millions de pauvres en France. 12 millions de personnes qui renoncent à se chauffer. C'est un monde de brutalité sociale, vous le savez, mais c'est un monde de brutalité au sens le plus propre du terme. Vous savez comment ils ont été éborgnés, les gilets jaunes? Je ne vous demande même pas si vous étiez d'accord avec les gilets jaunes, probable que vous l'étiez. Mais même si vous n'étiez pas d'accord avec les gilets jaunes, c'était une raison pour leur crever les yeux? C'était une raison pour leur arracher les mains? C'était une raison pour que Zineb Redouane meure d'un coup de flashball alors qu'elle se penchait à sa fenêtre? Ça, c'est le monde de Macron, ce monde de brutalité. Et puis, c'est un monde de faux semblants et même de mensonges. Les mensonges, vous les connaissez, je ne vais pas revenir dessus. Mais les faux semblants, vous voyez bien qu'ils refusent de débattre. Vous voyez bien qu'ils refusent d'être confrontés à ce bilan. Hier, j'ai regardé son clip de campagne.
Ah, il est bien habillé. Ah, il est bien habillé. C'est joli, c'est bien fait, il est bien propre. Même moi, 15 secondes, je me dis, il est bien ce garçon. Et moi, mon boulot aujourd'hui, ce soir, c'est de vous dire, mais attendez, on connaît, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de proposition dans ce clip. Il ne dit rien pour l'avenir. Il dit, il défend très bien son bilan. Alors, j'en conclus que le projet, c'est le bilan. Et ben allons-y, allons regarder le bilan de ce quinquennat marqué par l'humiliation et la culpabilisation de ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas des winners de la mondialisation, ou qui sont des riens, ou des feignants, des cyniques, etc. Les malades, les chômeurs, les étudiants. Rappelez-vous ce que c'est que le monde de Macron. Le monde de Macron, c'est celui qui commence par un coup d'état social, les lois travail, les ordonnances pénicaux. On prend des ordonnances pour casser tout de suite le code du travail. Et parmi les mesures des ordonnances travail, rappelez-vous la suppression des CHSCT, ça paraît un peu technique. Les comités hygiène et sécurité conditions de travail. Depuis la suppression des CHSCT, le nombre de morts au travail a augmenté de 30%. Entre 2017 et 2019, c'est 200 morts au travail par an en plus. J'ai pas pris les chiffres de la Covid, hein. J'ai été gentil, j'ai regardé 2017-2019. 200 morts au travail en plus, 30%. Rendez-vous compte, c'est autant que dans des attentats. Elle est où l'urgence sociale? Il est où le plan Vigipirate pour protéger les travailleurs? Ce coup d'état social, cette maltraitance à l'égard des chômeurs, des travailleurs, elle est marquée par la culpabilisation, je disais. Et alors, on entend dire qu'il suffirait de traverser la route pour trouver un emploi. On entend dire qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus. Mais il faut être sérieux. Les emplois non pourvus, il y a 13 chômeurs pour un emploi dans ce pays. À supposer que tous ces emplois soient occupés, vous en aurez toujours 12 des chômeurs. Donc arrêtez de pointer du doigt les gens qui sont au chômage. Ils ne sont pas responsables de leur situation. Pareil, les macronistes nous font 36 caisses et 10 petits flux en nous racontant que le chômage baisse. Ah mais pardon, le chômage baisse pas. Il y a des créations d'auto-entreprises. Mais vous savez ce que ça gagne un auto-entrepreneur? Revenu annuel moyen, 9 816 €. Par mois, 818 €. On est 300 € en dessous du seuil de pauvreté. C'est ça leur idéal de société? Expliquer que les gens vont s'exploiter tout seuls pour vivre en dessous du seuil de pauvreté, c'est ça leur réussite? On n'en veut pas. Un autre monde est possible. Le monde où on partage le travail, où on crée des emplois en disant la richesse est créée par le travail, et donc tous ceux qui doivent contribuer au travail, faut y aller. 35 heures réelles, et puis l'objectif 32 heures. Ça crée des emplois. On crée des emplois en relocalisant l'activité, et on ne relocalise pas l'activité autrement qu'en instaurant une forme de protectionnisme. Parce que venir nous expliquer qu'on doit être en concurrence avec des malheureux Chinois qui sont esclavagisés, on n'y arrivera jamais. C'est pas un modèle de société. La seule chose possible, c'est de dire les marchandises, les masques qui viennent de ces pays où on surexploite les gens et on les laisse crever au travail, eh bien on n'en veut pas. Aussi longtemps que ces gens seront maltraités et ultra maltraités, eh bien nous, on produira nous-mêmes les choses dont on a besoin dans notre pays. Le comble de la maltraitance est pour bientôt, parce que ça, il en a parlé, il n'a pas réussi à rester dans le vide absolu pour son programme. C'est l'idée de faire travailler les gens de force, ni plus, ni moins. Vous êtes au RSA, désormais vous allez travailler en dessous du SMIC, 7 € de l'heure. Humiliation, encore une fois. Il a tellement bien compris que c'était un problème qu'il a fini par dire « Je ne suis pas pour l'esclavage ». Bel effort, encore heureux. Mais notez que s'il a pensé qu'il fallait le dire, c'est que c'était plus évident. Donc on a un président qui est candidat, dont on doute qu'il ne soit pas pour l'esclavage. C'est une humiliation pour les gens. C'est une absurdité parce que tout le monde comprend que s'il y avait du travail, il y aurait du travail. C'est bête comme formule. Mais s'il y avait du travail, il y aurait des emplois, des vrais, avec de la vraie paye. Alors pourquoi aller expliquer qu'il faudrait faire bosser des gens
gens en dessous du SMIC. Précisément parce que c'est en dessous du SMIC. Et que l'objectif, que vous ne soyez pas au chômage, que vous ne soyez pas au RSA, ça va quand même vous percuter. Et ça, je pense que c'est important, et il faut le dire autour de vous. C'est du dumping social. L'objectif, c'est de faire baisser encore et toujours la valeur de votre travail, de tous les travaux. On avait les auto-entrepreneurs qui s'exploitaient eux-mêmes. On a eu la loi travail qui a inversé la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qui a fait que si un patron vous dit « Ah, mais on va délocaliser à moins que tu acceptes de baisser ton salaire » et que pour ne pas se faire délocaliser, vous allez accepter d'être en dessous du SMIC, eh bien il pourra le faire. Et avec les travailleurs détachés, il y avait déjà aussi cette possibilité de faire encore baisser le prix du travail. Ce qu'ils sont en train d'organiser, c'est l'éradication littérale du SMIC. Qu'on n'ait plus la possibilité de dire au patron, mais enfin, vous pouvez pas aller en dessous de ça on ne vit pas. Ils sont en train de supprimer ça. Eh bien nous, on dit, un autre monde est possible. Un monde dans lequel le SMIC permettra de vivre dignement. 1400 €. Vous savez faire avec moins, vous? Non, on ne sait pas faire avec moins, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et si Macron sait faire, qu'il commence par montrer l'exemple. Je vais vous parler des faux semblants aussi. Faux semblants sur la question des retraites. D'abord, on sait très bien que ça va être une maltraitance parce que son projet, s'il passait retraite à 65 ans, encore un qui est bien mignon, mais l'espérance de vie en bonne santé, sans problème physique ou sensoriel, c'est 59 ans pour les employés ouvriers. C'est 69 ans pour les cadres. On comprend, il peut arriver en disant, moi je m'en balaye, hein. Mais les vrais 40% de la population au moins sont employés et salariés. À 59 ans, ils ont mal au dos. Eh ben, il n'y a pas de raison de les mettre en plus au chômage. Quand ils ont perdu leur emploi à 49 ans, on va leur dire quoi? À 59 ans, on leur dit quoi? Ah bah, il faut que tu aies l'air encore de rester au chômage jusqu'à 65. Ça n'a aucun sens. L'objectif, évidemment, c'est d'obliger les gens à souscrire des assurances chômage privées. Pur faux semblant. On fait semblant de s'intéresser au sort des retraités, etc. L'idée, c'est encore une fois de vous obliger de faire un cadeau au privé. Nous, on dit, un autre monde est possible. Comment? Mais c'est simple. On veut l'égalité. Tout le monde veut l'égalité. Femmes, hommes, augmenter les salaires. Et on y arrive. Retraite à 60 ans, 40 annuités, vous augmentez les salaires, les hausses de cotisation que ça représente entre les femmes et les hommes, ça permet de financer ce passage à la retraite à 60 ans. On est capable de faire ça. C'est ça le progrès. Ils nous parlaient de progressisme, mais on va leur donner des leçons, nous. Faux semblant encore. Dans la santé, alors là c'est extraordinaire. Vous savez tous qu'ils ont supprimé des lits en pleine période de Covid, je ne comprends pas. Vous savez peut-être pas qu'il y a 180 000 infirmiers qui ont quitté le service parce qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils étaient épuisés. C'est une honte. Mais alors, le fin du fin, c'est le paiement aux urgences. Vous vous rendez compte qu'ils organisent la pénurie, qu'on est obligé d'aller aux urgences parce qu'il n'y a pas de médecin à côté de chez soi. Eh bien, on vous dit, ah non, mais maintenant il faut payer. Alors, comme ils sont très très fourbes, ils vont raconter, oui, mais non, mais pas tout le monde. Ah bon, qui? Ceux qui n'ont pas de mutuelle. Ah bah, excusez-moi, on n'avait pas compris. Ceux qui ne peuvent pas payer paieront. Belle idée. Donc encore une fois, ils font un cadeau. Un cadeau à qui? Aux mutuelles. Bah nous, on dit non, c'est pas possible, c'est dans l'autre sens qu'il faut faire. Une sécurité sociale, 100% sécu. On arrête avec les mutuelles. Parce que mutualiser. Et c'est pour ça que ça marche à peu près. Donc si plus vous mettez en commun, mieux ça marche. 100% sécu, ça marchera parfaitement. On sera tous solidaires les uns des autres. Et puisqu'on est dans les faux semblants, je voudrais vous parler de faux semblants dans le domaine de l'éducation. L'hypocrisie totale. Celle de Blanquer. Oui, effectivement, Blanquer, prononce son nom, on a sur l'occasion.
Obligation de scolarité à 3 ans. C'était dans notre programme en 2017. Ça avait l'air bien. Comment ils ont fait pour saloper ça? Ils ont dit, ah ben oui, mais vous comprenez, puisque ce sera une obligation scolaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi subventionner le privé. Donc, ça avait l'air bien, et en fait, ils ont juste fait un cadeau à l'enseignement privé. Ben nous, on dit non. Vous en avez plein la bouche de la République, de la laïcité, etc. Et dès que vous pouvez, vous allez financer l'enseignement privé, l'enseignement confessionnel. Ben nous, on dit non. Un autre monde est possible. Il existe déjà en partie, commencez par abroger le concordat. Vous verrez, vous aurez le même statut partout en France. Ça existe quasiment déjà. Alsace, Moselle, on règle ça et puis on passe à autre chose. Abrogation de la loi cadre. Garantir des financements pour l'enseignement public. Et puis, revenons quand même un peu plus en détail sur le bilan de Blanquer parce qu'il menace sérieusement notre avenir, l'avenir des enfants et l'avenir du pays. Rappelez-vous, le bilan c'est le projet. Regardons en détail. La réforme du lycée. Qu'est-ce que c'était que cette histoire de réforme du lycée? Orientation précoce, stress incroyable dans les familles, des destins qui sont quasiment tracés à partir de 16-17 ans. Il va falloir apprendre à faire des lettres de motivation avec Parcoursup pour rentrer dans l'enseignement supérieur. Avant, on avait un bac, on avait le droit. Ah non, maintenant, il faut en plus faire des compètes. Il faut expliquer qu'on est bien conforme à leur vision de la Startup Nation, tout ça. Et si on n'est pas capable de le faire, parce qu'on n'a pas quelqu'un à la maison qui est chasseur de tête, DRH ou je ne sais quoi, eh ben, on va se planter. Ou alors on va essayer de faire encore mieux, donc on va aller payer une agence qui va vous expliquer comment faire un joli CV alors que vous avez 18 ans et que la seule chose a priori devrait vous intéresser, c'est de vous ouvrir l'esprit, d'en apprendre le plus possible et ensuite de vous spécialiser, de vous former. L'école a été tellement maltraitée pendant 5 ans. Tellement. Ils ont gelé le point d'indice des profs. C'est pas qu'une affaire de prof, je vous jure, cette affaire. Il se trouve que je suis prof. Alexis aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est pas que... Prenons le temps juste de regarder un instant. Des profs qui sont si mal payés. Il y a quand même 40 000 € de différence par an pour un début de carrière entre un prof en Allemagne et un prof en France. Il faut poser le problème. Comment vous voulez que de bons profs se lancent dans la carrière dans une telle précarité? Comment vous voulez que les enfants aient de bons profs demain? Comment vous voulez que le pays bénéficie des meilleurs profs s'ils sont dans cette situation de précarité? C'est pas possible. Augmenter les salaires des profs, c'est garantir au pays d'avoir des gens qui sont compétents, formés, etc. Ils le comprennent dès qu'il s'agit de grands patronats. Ah, les grands patrons, il faut leur payer, il faut leur faire des bons d'or, mais les profs s'occupent de 20, 30, 35 gosses devant eux. Ils ont une responsabilité, le premier qui tombe de sa chaise, il se fait mal, etc. Bref. Et on voudrait que les profs ne soient pas bien payés. Ça n'a pas de sens. Alors oui, c'est ça, il faut augmenter les profs, et nous, on le fera au moins de 15%, et ensuite, on ouvrira une négociation. Et pas un point d'indice qui reste gelé désespérément bas. Il y a le programme maintenant sur l'école. Il en a parlé. Et avec quelle perversité il traite ce sujet. On va faire des expérimentations, dit Macron, et d'ailleurs on va commencer à Marseille, dans les quartiers les plus pauvres. Bah oui, vous pensez bien, les gens sont pendus. Vous avez des directeurs d'école qui vous disent « On n'a pas les moyens de faire notre boulot, alors si on nous donne une petite rallonge pour accepter leur réforme, on prend la rallonge. » Ils procèdent toujours comme ça. Ils cassent tout. L'oreille, l'hôpital, l'éducation nationale, l'énergie. Et ils vous disent « Mais le service public, ça marche pas. » Mais si ça marche, mettez l'argent, mettez les moyens, vous allez voir, ça va marcher. Et là, dans les écoles, ils habillent ça avec des mots sympas. Autonomie, qui est contre l'autonomie? Le piège absolu. C'est
c'est pas l'autonomie, c'est la servitude, c'est comme l'auto-entrepreneur. D'ailleurs, vous voyez bien, l'autonomie, l'auto-entrepreneur, ils vont toujours chercher dans les mêmes forces intra. Comment ça se passe l'autonomie? C'est quoi le projet? Vous êtes directeur d'école, on vous dit bah, vous avez un budget, puis démerdez-vous. Dorénavant, vous gérez. Ah bon, mais moi j'étais directeur d'école, j'étais un site, j'étais prof des écoles, je suis pas venu là pour être manager, je suis pas venu là pour gérer le personnel, je suis pas venu là pour. Non, je veux m'occuper des enfants. Et alors, regardez un peu dans le détail, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des relations pourries entre ce directeur, qui va se transformer en manager, et son équipe. Vous allez avoir un budget qui ne bougera plus. On donnera une enveloppe et on dira bah, maintenant, vous vous débrouillez. Et tu as le droit d'embaucher les profs que tu veux. Tu fais le programme que tu veux, le projet que tu veux. Mais c'est quoi une école à projet? C'est quoi des projets pour une école? Toutes les écoles de France n'ont pas le même projet. Enseigner aux gamins, un programme unique, s'assurer que par les moyens pédagogiques que les profs qui sont des spécialistes possèdent, on arrivera à un même résultat, à savoir que tous les gamins réussissent. C'est ça le projet. Le reste, c'est de la blague, c'est de la fumisterie, c'est des éléments de langage pour les gogos. Mais ils sont là-dedans. Et ils vont expliquer, d'accord, t'es autonome, tu gères ton budget, et puis quoi? Ça veut dire que vous allez être évalué en permanence. Ça, Macron l'a bien dit. Pourquoi il faut évaluer? Parce que si vous n'évaluez pas en permanence, alors les parents ne vont pas pouvoir choisir. Ils ne vont pas pouvoir se comporter comme des consommateurs, comme des clients de l'école. Mais les parents et les enfants, ce ne sont pas des clients de l'école. C'est pas ça l'idée. C'est un droit à l'école. C'est pas comme acheter un yaourt. C'est un droit. Quand les enfants ont droit à une formation, ils doivent avoir droit à avoir la même, à avoir la meilleure, pas à devoir choisir l'école qui est la mieux référencée, la mieux notée. S'ils cassent le cadre national de l'éducation nationale, alors c'est l'éducation à deux vitesses. Ils ont commencé avec le bac, vous voyez bien, la réforme du bac, le contrôle continu. Ah, on l'avait prévenu, hein. Bac de centre-ville, vous aurez le résultat que vous voulez dans Parcoursup. Bac de province, bac de périphérie, de banlieue. Ah oui, vous êtes très bon apparemment. Enfin, la note dit que vous êtes très bon, mais on ne vous croit pas parce qu'on ne peut pas faire ceux de centre-ville. C'est ça, c'est ce monde d'injustice, d'inégalité. Ils prétendent corriger les inégalités de destin, mais ils se foutent de qui? Vous n'avez pas grandi dans le bon lycée, désolé, au revoir, merci. Bah nous on dit au contraire, un autre monde est possible. Non, c'est pas les riches qui choisissent. Non, on garantit un bac national. Oui, on garantit la liberté d'enseignement et on garantit la réussite pour tous, avec des moyens pour ça, avec des étudiants, des jeunes, des apprentis, des professionnels qui sont accompagnés avec une allocation d'autonomie de 1063 € qui leur permet de se concentrer que là-dessus, que sur la façon dont ils vont grandir et devenir les meilleurs citoyens possibles. Je vous l'ai dit, on a affaire à des brutaux et des hypocrites. Ils parlent de République en permanence, ils en ont plein la bouche. Et ils font tout le contraire. La République, c'est simple en réalité. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas neutre, hein. C'est pas ni mièvre, ni une espèce de truc comme ça qu'on aurait en commun qui dérange la personne. Au contraire, c'est très positif, il y a quelque chose, il y a du fond là-dedans. Alors c'est quoi la liberté? Bah, chez Macron, c'est la liberté des riches, la liberté du renard dans le poulailler. Vous avez déjà de l'argent, bah, ça ira encore mieux après. C'est la liberté qui donne 236 milliards de plus aux milliardaires pendant le Covid. Pendant le Covid, vous avez des gens qui ont réussi encore à s'enrichir quand tous les autres pendaient à l'ennui. Ça, c'est leur liberté. Vous avez la liberté de continuer à écraser les autres. La liberté pour 9 milliardaires de posséder quasiment toute la presse, alors que, bien sûr, ils n'ont aucune intention d'influencer quoi que ce soit. Aucune intention de vous dire qui est le bon candidat. Aucune intention de vous dire ce qui est bon pour vous. Et surtout pour eux. Ça,
Ça, c'est leur idée de la liberté. Et c'est évidemment leur idée de l'égalité. On est tous égaux, mais comme disait George Orwell, il y en a qui sont quand même plus égaux que d'autres. Et je voudrais vous parler 2 secondes de fraternité. J'ai commencé en évoquant Aaron Moron. Vous savez, bien sûr, les macronistes et l'extrême droite, c'est évidemment pas la même chose. Mais il y a des moments où on se pose des questions. Il y a des moments où on se pose des questions. On parle aujourd'hui, évidemment, des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens, et on espère tous que les négociations, la diplomatie permettront de mettre fin aux horreurs. Et d'ici là, on est tous d'accord pour dire qu'il faut accueillir les Ukrainiens dans les meilleures conditions. Mais pendant des années, qu'est-ce qu'on a fait? C'est aussi de faire notre examen de conscience dans ce pays, faire l'examen de leur bilan. J'étais à l'Assemblée, Francis vous l'a dit, au moment de l'examen d'une loi qui s'appelle Asile et Immigration. Alexis s'en souvient sans doute, j'en suis sûr. Je voudrais vous donner une mesure de cette loi particulièrement dégueulasse. Dans cette loi, les macronistes ont accepté que des enfants sans papier puissent être emprisonnés parce qu'ils étaient sans papier. Alors on ne dit pas emprisonnés, on dit dans un centre de rétention administrative. Évidemment, j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas mis les pieds dans un centre de rétention administrative, mais croyez-moi, ce sont des prisons. Dire donc que la fraternité est un sens sous Macron, j'ai un gros doute. Accepter d'enfermer des enfants parce qu'ils n'ont pas les bons papiers, je ne crois pas que ce soit vraiment l'idée qu'on puisse se faire de la fraternité. Honte à eux. Un autre monde est possible. C'est possible de traiter les enfants. C'est possible de respecter les chartes des droits de l'homme, la charte des droits de l'enfant. C'est pas des choses anecdotiques. Quand on s'engage, quand on signe des traités internationaux de cette nature, on doit les respecter. Et Macron, il n'a pas respecté en réalité. Nous avons décliné dans tous les classements en matière de droits humains, en matière de démocratie. Nous disons, ça suffit. On sait faire mieux, on sait vivre dans une vraie démocratie respectueuse, digne et qui donne des perspectives de progrès à toute la population. Avec Mélenchon, avec l'Union populaire, on va réussir à imposer un autre agenda. On va le faire, croyez-moi, on va gagner. Sauf pour Perpignan, où vous me donnez des informations, et c'est moi qui ensuite centralise
première chose, les affiches. Les affiches officielles, on ne les a pas encore. Il y avait eu un petit quiproquo. En fait, ces affiches-là ne sont pas les affiches officielles. Les affiches officielles, elles vont arriver dans 2 jours. Je vais être livré d'une 3e palette. Et donc, je les dispatcherai dans la dernière semaine pour que vous en serviez uniquement pour remplacer sur les panneaux officiels si elles manquent ou sont déchirées. Les affiches officielles, en fait, elles ressemblent un peu à ça, avec en gros un rond aussi en joli. Ces affiches-là qu'on a en nombre, vous pouvez les coller n'importe où, c'est autorisé. Ou tolérer. Tolérer ou tolérer. Je l'ai pas dit. Ensuite, j'évoque aussi le matériel, je le redis. Il y a du matériel affiche track. Donc, prenez-le. Et à partir de vendredi, j'aurai une nouvelle palette donc, avec beaucoup d'affiches track en dernière semaine. N'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible pour livrer tout ça. Voilà. Donc, le niveau matériel est très important pour que la dernière semaine soit une campagne où la dynamique va prendre une résonance encore plus forte pour arriver jusqu'au second tour et qu'il n'y ait plus besoin d'une marche dessus pour les bravo. Et pour montrer que l'écologie populaire et sociale, c'est ici, Claire Lejeune, qui va prendre la parole. Merci. Alors, qui vient pour la première fois à une réunion ou une action de l'Union populaire? Levez la main. Ça fait pas mal, regardez. Donc, moi aussi, je suis une relativement nouvelle venue dans l'Union populaire. Je peux vous dire que depuis janvier, ce que je constate au sein de cette campagne et au sein de ce mouvement, c'est véritablement que vous redonnez tout son sens et toute sa beauté à ce superbe mot de camaraderie dans un monde qui en manque cruellement. Donc vraiment, merci pour votre présence ce soir. Merci pour toute l'énergie que les militants de cœur ont transmise. Et c'est ça qui fera notre force. Je suis venue dans l'Union populaire parce qu'effectivement, Francis l'a un peu dit, mon constat c'est que c'est ici que ça se passe pour l'écologie et le climat en 2022. C'est ici que ça se passe parce que c'est au sein de l'Union populaire qu'on a compris que l'écologie et le social, ce ne sont que 2 facettes d'une seule et même pièce. Parce qu'il n'y a qu'une seule et même cause, d'une part à la destruction écologique et d'autre part à la classe sociale. Ça a un nom, c'est le système capitaliste, c'est le système libéral. Et ça veut dire que, en s'attaquant à la racine, on résout les 2 problèmes simultanément et que les 2 ne peuvent aller qu'ensemble. Je pense aussi que c'est ici qu'on a compris qu'on n'aura pas d'écologie sans un grand mouvement populaire, radical et déterminé. Et ça veut dire que c'est une écologie qui part des besoins, et ça veut dire que c'est une écologie qui passe par la reprise du pouvoir par le peuple, et donc par la constituante. Et donc on a très bien compris ici à quel point écologie, sociale, démocratie, tout s'imbrique. Et le contrat de la vie en commun en est une illustration parfaite. Et donc, voilà, je suis très heureuse d'être avec vous. Maintenant, on est à 11 jours du premier tour. Et c'est à la fois très peu. Mais pour nous, c'est beaucoup. C'est déterminant. Pourquoi? Parce que nous, on gagnera si les dégoûtés de la politique, ils reviennent aux urnes. Si tous ceux qui ont été déçus par ces décennies de capitulation face au marché, ils se disent cette fois, ça vaut le coup. Et donc ça, c'est notre rôle, nous tous, militants, d'aller à chaque porte-à-porte, à chaque tractage, répéter cette fois ça vaut le coup d'aller se déplacer, ça vaut le coup d'aller mettre ce bulletin dans l'urne, parce que cette fois-ci, véritablement, on peut aller au second tour, même plus que ça, on peut gagner, véritablement. Force politique à ne pas avoir abandonné les classes populaires. À la fois par notre programme, parce qu'on est les seuls à tenir bon sur la retraite à 60 ans, parce qu'on est les seuls à dire qu'on va éradiquer la pauvreté en mettant un seuil minimum à 1 063 €. On est les seuls à dire qu'on va mettre le SMIC à 1 400 €. Et on est aussi la seule force politique à ne pas avoir abandonné les classes populaires, parce que ce qu'on dit, c'est qu'on ne fera rien sans vous. On ne fera rien sans tout le monde. Et on ne fera pas une transformation politique de ce pays sans que tout le monde se mobilise. Le 10 avril, le 24 avril, mais aussi
aussi au-delà, parce que pour les transformations que nous, on a envie de mettre en place, il faut que tout le monde reste mobilisé sur le terrain. Il faut qu'il y ait des grèves dans les usines, il faut qu'il y ait un rapport de force avec le capitalisme, le niveau social, il faut tous ensemble. Et donc, notre campagne, c'est le début seulement, c'est le tout début de ce gigantesque mouvement populaire qui va, on espère, nous emmener au pouvoir, et puis au-delà, voilà, créer les conditions d'une véritable transformation de notre société, parce qu'on en a redoutablement besoin, et je pense que vous le ressentez tous à quel point notre société elle est épuisée, on est tous individuellement complètement essoufflés et fatigués par la période, cette espèce de succession de crises qu'on se prend à la tête. Et donc, je pense que c'est d'une importance capitale qu'on soit à ce second tour, et Aurélien en a un petit peu parlé, parce que moi j'ai connu que la montée d'extrême droite depuis 2002. Et véritablement avoir un second tour sans Le Pen, sans Zemmour, sans ce discours sur les droits de l'homme, ce serait une respiration au milieu de nos citoyens musulmans qui ont été ciblés, pointés du doigt sans cesse pendant ce quinquennat et même avant, de relever la tête, de dire à tous ces semeurs de haine, non, nous on a notre place en France, on est français, la République c'est nous, véritablement. Et donc c'est pour eux aussi qu'on doit s'accrocher et qu'on doit emmener Jean-Luc Mélenchon au second tour. Ça permettrait d'avoir un vrai débat de fond. Parce que Jean-Luc Mélenchon l'a très bien dit à Marseille, le programme de Macron, c'est le programme de Marine Le Pen avec le mépris de classe. Le programme de Marine Le Pen, c'est le programme de Macron avec le mépris de race. C'est kiff-kiff. Il n'y a que nous. Et l'autre raison pour laquelle, et elle n'est pas des moindres, pour laquelle il faut qu'on aille à ce second tour, c'est que moi je pense qu'on peut gagner. L'autre jour, il y avait un titre de presse dans Libé qui titrait La République en marche, je rêve d'un second tour Macron-Mélenchon. Je pense que c'est une illustration de leur déconnexion totale et de leur mépris. Parce qu'ils ne se rendent pas compte de la colère qu'ils ont générée dans ce pays. Ils ne se rendent pas compte de la souffrance sociale qu'ils ont générée dans ce pays. Et moi je pense que si Mélenchon accède au second tour, ça peut créer un réveil et on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. Donc il faut qu'on s'accroche jusqu'à ce second tour. Moi je suis née en 94 et j'ai connu politiquement que différentes versions de la même chose, que les grands discours et les tout petits actes. J'ai connu que la capitulation face au marché. J'ai jamais connu la vraie gauche au pouvoir. Et aujourd'hui, je suis très très fière d'être là, avec la gauche du courage, avec la gauche qui ne lâche rien sur l'idée qu'un autre monde est possible. Avec la gauche qui a très bien compris que les luttes écologistes, ça n'est que l'amplification, ça n'est que la continuation des luttes sociales qui font notre histoire, qui font l'histoire de la gauche en France. Et oui, nous sommes des héritiers de cela et nous avons porté cet héritage plus loin. Et le programme de l'avenir en commun, c'est aussi ça. Et donc, je pense qu'il faut se raccrocher à l'idée aussi que Macron, il a fait effectivement reculer l'égalité de la pire des manières sur tous les plans. Mais par contre, il y a un moment où l'égalité parfaite entre les citoyens est rétablie. Et ça, c'est le moment où vous êtes dans l'isoloir. C'est le moment du vote. Et Abraham Lincoln disait, un bulletin de vote est plus puissant qu'une balle de fusil. Nous avons acquis ce droit de vote. Et il faut que les savez, nous l'utilisions parce que c'est une arme extrêmement puissante et nous avons encore la chance de pouvoir l'avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on sent que ça commence à trembler un petit peu, parce que notre force, c'est nos arguments. Notre force, c'est notre nombre. Regardez-vous ce soir, on est tellement nombreux dans cette salle, et je peux vous dire que dans toutes les salles où on organise des meetings, c'est plein. Et ça, c'est un indicateur même plus fort que les sondages, à mon sens. Parce que ça veut dire qu'il y a du monde derrière, ça veut dire qu'il y a du monde qui va aller tracter, coller, faire du porte-à-porte et faire en sorte que tout le monde, le 10 avril, aille voter pour Jean-Luc Mélenchon.
quoi le 10 avril? Alors du coup, il y a une liste d'arguments qui reviennent souvent. Il y a, oui, le programme, il est trop radical, ça va être le chaos si vous arrivez au pouvoir. Première chose à répondre à ça, le chaos c'est maintenant. Le cataclysme c'est maintenant. La situation dramatique pour les millions de pauvres dans notre pays, pour les personnes qui sont à l'aide alimentaire, pour ma génération qui va se prendre le mur climatique dans la tête. Voilà, donc la situation de chaos, elle est maintenant. Et nous avons d'ailleurs eu une scène assez incroyable où Mélenchon faisait face à Geoffroy Roux de Béziers, lui-même nous a dit: moi je sais que ce ne sera pas le cas si vous arrivez. Moi je sais que votre programme il est sérieux. Moi je sais que si vous arrivez au pouvoir, c'est possible, vous appliquerez votre programme. Donc voilà, si on a la bénédiction de Geoffroy Roux de Béziers, qu'attendre de mieux? Un autre argument qu'on entend, c'est quand même Mélenchon a du caractère. Alors, Macron est peut-être tout lisse, regardez la violence de sa politique. On a même eu un tout lisse également, Gabriel Attal, qui nous a tranquillement expliqué que ce qui devait primer, c'est les devoirs qui devaient ouvrir les droits. Et en cela, il crache sur l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que non, ce sont les droits qui sont fondamentaux et non les devoirs. Donc ça, c'est violent. On a du caractère. Mais tant mieux, parce qu'il n'y a rien de grand dans l'histoire qui s'est fait sans caractère, sans lutte, sans colère, sans s'accrocher. Et nous, on est les colères qui s'organisent pour créer l'espoir. On est les indignations qui se coalisent pour qu'un jour la résistance l'emporte et qu'on transforme le pays. Donc soyons fiers d'avoir du caractère, soyons fiers que Mélenchon ait du caractère, il va en avoir besoin s'il arrive à l'Élysée. Dernièrement, moi, parmi mes camarades, j'ai du coup beaucoup de camarades écologistes. Et en ce moment, on les entend parler de vote de conviction ou de vote de construction. J'ai même entendu un vote de plaisir. Et je vous avoue que ça me met dans une colère. Parce qu'on a 10 ans pour changer les choses sur la question du climat, sans quoi on va vers une catastrophe. Donc oui, 2022, c'est une élection absolument déterminante. Et tout le monde le reconnaît, le programme de Jean-Luc Mélenchon sur les questions écologiques, sur les questions climatiques, il est tout à fait à la hauteur. Et il est d'autant plus qu'on a compris qu'il allait falloir rompre avec le système capitaliste. Donc non, il n'y a pas de vote de plaisir parce que les concernés par la violence des politiques de Macron, eux, c'est pas du plaisir la politique, eux, c'est la souffrance, c'est la violence quotidienne. Donc non, on a un rendez-vous avec l'histoire. C'est pas autre chose que ça, donc ne trompons pas de bulletin de vote. Et essayez de répéter partout où vous le pouvez. On a une chance d'être au second tour, on a une chance d'être à l'Élysée. Il ne faut pas laisser passer ça, on n'a pas le droit. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de République et d'écologie. Et pour moi, les deux sont très liés, en fait. Et je voulais aussi vous parler de ça parce qu'on est ici avec Alexis Corbière, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup sur la question de la République. Donc c'est vraiment un honneur aussi d'être là ce soir. Parce que pour moi, une des violences de ce quinquennat, ça a été non seulement l'inaction sur la question du climat, non seulement la destruction et la casse sociale, ça a été aussi de voir toute une série de personnes en politique qui, par ailleurs, pour moi, allaient à l'encontre de notre héritage républicain, s'approprier l'idée et nous pointer, nous, la gauche de transformation, comme des ennemis de la République avec des mots comme islamo-gauchisme, wokisme, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et je vous le dis, et il faut qu'on se le répète aussi et qu'on le répète partout, les plus dignes héritiers de notre idée républicaine et de la République, c'est nous. Parce qu'on s'accroche à l'idée que la République, elle peut être que sociale. Voilà, et que c'est ça qu'il va falloir qu'on reconstruise si on arrive au pouvoir. Vive la sociale! Pour revenir un peu aux fondamentaux, l'idée première de la République, c'est que la chose publique, elle doit être gérée en commun par le peuple souverain. Et dans ce cas-là, c'est l'intérêt général humain qui doit partout primer.
et pas du coup la logique du privé. C'est un gouvernement élu au service de cet intérêt général qui guide l'action de l'État. Et l'histoire en France avec la République, elle est particulière. Déjà parce qu'on a été la première patrie, la patrie de naissance de l'idée républicaine, et parce que historiquement on a poussé plus loin que quiconque peut-être la logique du commun. On a étendu partout les services publics. On a construit avec le programme du Conseil national de résistance la sécurité sociale. Donc c'est ici en France qu'on a poussé le plus loin cette idée qu'une société c'est pas un agrégat d'individus isolés qui se font la guerre. Non, nous on veut que la société ce soit un tissu de solidarité. Et c'est l'État qui organise ça, et c'est ici en France qu'on a poussé le plus loin cette idée-là. Et on a bâti, à force de lutte, tous nos droits sociaux, ça a été des luttes très rudes. On a construit une république sociale, avec l'idée que l'égalité, la liberté, la fraternité, ce ne sont pas juste des principes abstraits qu'on met comme ça sur les photos de nos mairies. Ça a du contenu. C'est des choses concrètes, quotidiennes. C'est des droits sociaux qui ouvrent sur des acquis matériels. Et donc on a donné véritablement un contenu à la République. Et c'est des droits sociaux donc concrets qui matérialisent la solidarité nationale. Et donc l'idée finalement de la République sociale, c'est de dire que le sort d'un citoyen, si dur soit les coups de la vie, il y aura toujours derrière lui, il lui restera toujours la République, il lui restera toujours les services publics, il lui restera toujours la solidarité nationale. Et c'est finalement une logique qui est inverse à la logique de marché, puisqu'on dit que ce qui doit primer entre les individus, entre les citoyens, c'est l'entraide, c'est la solidarité qu'on organise démocratiquement. Et c'est dire, on n'est pas que des travailleurs, que des consommateurs, on est avant tout des citoyens, et c'est cette logique-là qui doit primer. Et moi, je me sens l'héritière de tout ça. Et je vous dis, ça me fend le cœur de voir à quel point on est entré dans une phase de régression, à quel point depuis des décennies, c'est la logique inverse qui est enclenchée, et où c'est partout la main du marché qui commence à grappiller sur notre santé, sur l'école. Et il y a vraiment les propos et les parties du programme que Macron a lancé sur l'école m'ont véritablement bouleversée, parce que mon père est ouvrier, il a arrêté l'école à 14 ans, et moi j'ai pu faire de la philo, j'enseigne, et aujourd'hui je dois tout à l'école publique républicaine. Et de voir ça, je peux vous dire, ça me donne de l'énergie. Et donc finalement, c'est tous les pans de l'organisation sociale, collective qui ont été démembrés. C'est l'État d'abord. On a perdu déjà en ressources humaines, on a perdu en savoir-faire, de telle sorte qu'aujourd'hui on est obligé d'aller chercher les McKinsey pour nous indiquer quoi faire sur les APL, quoi faire. Oui, c'est 1 milliard d'argent public. 1 milliard d'argent public. Et c'est quoi les réformes qui sont proposées? Et là, vous voyez bien que leur truc de you va juste chercher des compétences sans faire de distinguo entre, en fait, une boîte privée. Leur logique, c'est une logique privée. L'intérêt général, l'intérêt public, ça n'est pas la même chose. Ça ne peut pas être géré par des cabinets de conseil, par les McKinsey et compagnie. Donc déjà, ça a été le démembrement de l'État lui-même. Aurélien en a beaucoup parlé, ça a aussi été le démembrement des services publics. 17 900 lits fermés depuis le début de ce quinquennat, alors qu'on a subi une pandémie. Et ça a été aussi un recul sur toute l'idée des solidarités. Par exemple, la retraite par points, c'est revenir sur l'idée qu'il y a une solidarité intergénérationnelle. Donc c'est faire reculer partout la logique collective pour imposer partout une logique individuelle. Et Aurélien l'a fait tout à l'heure, mais si on prend juste notre devise, liberté, égalité, fraternité, et il y a 1000 manières d'illustrer à quel point elle a été bafouée de 1000 manières. La liberté a été réduite à la liberté de marché, qui est la liberté du plus fort sur le plus faible. L'égalité, et là, je veux dire, on peut prendre par exemple cette phrase que Macron avait prononcée: dans une gare, on croit ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Pas ceux qui ne font rien, ceux qui ne sont rien. Et en disant ça, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une inégalité substantielle
inacceptable. C'est aller à l'encontre de l'idée même de République. Et également sur la fraternité, on a quand même eu une scène il y a 1 an à peu près où des associations avaient installé des tentes place de la République parce que les migrants n'avaient nulle part d'autre où aller parce qu'ils étaient expulsés de Port d'Italie à Port de Bagnolet. Et on a vu des policiers venir secouer comme des sacs de pommes de terre ces tentes où des hommes et des femmes se reposaient. Et aujourd'hui, voilà, cette fraternité, elle meurt à petit feu et c'est cette flamme-là qu'il va falloir qu'on rallume aussi. Et donc, quand on voit tout ce délitement de tout ce qui fait la République, qu'est-ce qui reste? Il reste des drapeaux, des symboles, mais tout ça tourne un peu à vide finalement. Et on le voit bien dans même la manière dont Macron lance sa campagne avec un slogan comme avec vous, qui veut strictement rien dire. Il avait, et aussi dans sa lettre, j'avais trouvé ça assez intéressant, il répétait ce nous. Mais Macron a été le président qui a détruit le nous, qui a détruit la cohésion nationale. Donc, on voit bien à quel point aujourd'hui tout ce qu'il peut utiliser comme référence à la République, c'est du pur artificiel, parce qu'il n'y a plus de substance derrière, il n'y a plus rien, il n'y a plus de projet de société derrière, parce que Macron est le candidat du tout marché. Il n'y a pas d'autre réponse à ça. Et le lien que je fais avec l'écologie, c'est que pour moi, les communs, la terre, l'eau, voilà, le climat, toutes ces choses-là, c'est de l'ordre de la chose publique. C'est de l'ordre de la République. Et donc, c'est à ce titre-là aussi que ça va être des choses qu'il faut qu'on rentre dans le cadre de l'intérêt général et qu'on défende de la même manière qu'on défend nos solidarités nationales, de la même manière qu'on défend notre sécu. Et là, on peut faire le même bilan de Macron sur les questions climatiques. Je veux dire, depuis 1995, la première COP à Berlin, les gaz à effet de serre ont augmenté de 45%. 45%. Et Macron a été à la COP 26. Il y a eu 26 COP quand même, sans qu'on puisse changer quoi que ce soit, ça pose quand même quelques questions. Et il a été faire des discours extrêmement moralisateurs envers les pays en développement, alors que ce gouvernement a été 2 fois condamné pour inaction climatique. Donc les délinquants, ce ne sont pas les jeunes dont je suis qui ont été décrochés Macron dans les mairies, ce ne sont pas les gilets jaunes qui se battent pour un peu de dignité. La délinquance aujourd'hui, elle est au gouvernement, elle est à l'Élysée. Continuer. Aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un terrain de foot tous les 7 minutes qui est bétonné. Et c'est quoi? C'est les entrepôts Amazon. Amazon qui ne paie pas ses impôts. Amazon, donc, en fait, bilan, ça détruit beaucoup plus d'emplois que ça n'en crée. C'est aussi le soutien continué à l'agriculture productiviste et industrielle qui détruit nos sols. On prévoit moins 40% de rendement agricole pour 2050 si on ne change pas les choses. C'est aussi l'agriculteur qui tue des agriculteurs eux-mêmes. On a aujourd'hui un suicide de paysans tous les 2 jours, tellement ils sont pris à la gorge par la dette et par le système du marché. Donc Macron, c'est aussi ça, c'est la continuation de ce système-là. Et je sais que même ici, sur la question de l'eau, on a aujourd'hui, actuellement dans votre région, des cours d'eau 1 sur 5, je crois, qui sont en perte, dont le débit est extrêmement bas. Et il prévoit que si l'été est très sec, il pourrait y avoir des sécheresses extrêmement grandes. Vous devez connaître le problème. Et je pense qu'on ne mesure pas ce que ça veut dire un pays où on manque d'eau. Un pays où la logique est partout la privatisation, et on n'a pas instauré une gestion publique de l'eau, ça donne quoi? Ça donne une situation où certains peuvent encore aller arroser leur golf ou remplir leur piscine, alors que d'autres ne peuvent pas boire et se laver. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on empêche en instaurant partout, en réinstaurant une logique des communs, une logique de protection de l'eau, de la terre, une logique du public, au lieu de la logique du privé qui prime partout. Et
Macron, ça a aussi été, et là on voit à quel point les questions démocratiques et écologiques sont liées, ça a été cette trahison absolue de la Convention citoyenne pour le climat quand même. Donc 250 citoyens tirés au sort à qui on dit vos propositions seront appliquées sans filtre, et puis Macron nous sort des jokers par dizaines sur les mesures sur lesquelles ils ont travaillé. Mais il n'y aura pas de joker par rapport à l'impératif climatique. Une fois qu'on manquera d'eau, une fois qu'on ne pourra plus manger, une fois qu'il y aura partout des conflits et des migrations, parce qu'on sera rentré dans cette situation de chaos climatique, on ne sortira pas de notre joker pour se sortir d'affaires. Donc encore une fois, on voit à quel point Macron a été destructeur sur les questions écologiques, mais j'ai envie de dire, il ne pouvait pas en être autrement. Pourquoi? Parce que Macron, c'est le président des riches, et que pour cette raison-là, il ne pouvait pas être le président du climat, il ne pouvait pas être le président de l'écologie, parce que ça va ensemble. Parce qu'à mon sens, l'écologie, c'est pas autre chose que la lutte des classes, et qu'on n'aura pas de victoire de l'écologie sans transformation sociale radicale. Donc, Macron, à mon sens, c'est véritablement le fossoyeur de la République pour toutes ces raisons-là. Et de la même manière qu'on dit souvent les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et bien de la même manière, nos communs, la nature, nos paysages, toutes ces choses-là, ça nous appartient à tous et c'est aussi notre patrimoine commun. Et en ce sens-là, ça doit être géré avec une logique d'intérêt général, avec une logique qui est celle de la République. Et c'est pour ça aussi que, voilà, je crois autant dans notre programme, c'est que cette perspective d'aller vers une 6e République nous permettra, par exemple, de mettre la règle verte dans la Constitution pour enfin protéger comme il se doit nos communs. C'est ce programme qui nous permettra d'aller vers la planification écologique, qui est véritablement une idée révolutionnaire, parce que ça veut dire on ne gouverne plus selon la logique de l'austérité, de la maximisation des profits, mais on gouverne selon une logique des besoins. Et ça change tout véritablement. Et donc je pense que finalement, ce qu'on a à faire là, avec la révolution citoyenne dont nous sommes tous les porteurs, c'est reprendre le flambeau de 1789 par notre mouvement, par les urnes, et de déjà rétablir tout ce que les gouvernements précédents auront détruit sur la Sécu, sur les services publics, sur nos solidarités nationales. C'est d'amplifier cette idée révolutionnaire, c'est de l'emmener sur le terrain de l'écologie et de dire aujourd'hui ce qu'on veut protéger, c'est pas seulement les solidarités entre humains, c'est aussi avec la nature. Donc l'harmonie qu'on veut construire, elle n'est pas seulement entre les êtres humains, c'est l'harmonie aussi entre les êtres humains et la nature. Et c'est pour ça que notre campagne, le projet qu'on porte est aussi grand. Et c'est celui qu'il faut pour le XXIe siècle. Et Macron a aussi été un peu le président de l'écologie des petits gestes. On dirait à les écouter tous, les macronistes, que si on prenait tous des douches plus courtes, le problème serait réglé. C'est une manière aussi de rester dans une logique consumériste où ils vont nous vendre la voiture verte dans 2 ans, et puis ne vous inquiétez pas que les constructeurs automobiles dans 5 ans ils ont trouvé une voiture encore plus verte, donc on va tous mettre la voiture un peu moins verte à la casse et en racheter une encore plus verte. On n'aura rien changé au système. Donc l'écologie qu'il nous faut, il n'y a qu'un seul petit geste qu'on vous demande pour la réaliser, c'est de voter Jean-Luc Mélenchon. J'observe à la France Insoumise et souvent on termine les interventions avec une citation. Et en fait, j'ai trouvé celle-ci et je la trouvais très belle pour plein de raisons et je trouvais que ça allait bien avec ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est Victor Hugo, Histoire d'un crime, donc qui est un très beau livre qui parle du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et il a ces mots.
Que faire, voilà. Que faire contre une révolution qui a tellement raison? Rien. L'aimer. C'est ce que font les nations. La France se donne, le monde l'accepte. Tout le phénomène actuel est dans ces quelques mots. On résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées. Je ne garantis rien du fait d'être prof d'histoire géo. Donc effectivement, toute cette référence historique sont importantes pour montrer que nous sommes pénétrés de profondeur sociale, démocratique, écologique qui sont importantes. Avant que Alexis donc prenne la parole pour terminer ce public, je vais aller au public. L'agenda militant pour la semaine prochaine. Mardi, il y a un meeting de Jacques Mélenchon à Lille. Je ne vous donne pas la date. Simplement, il y aura 11 hologrammes en province, notamment le plus proche en Ardenne. Possibilité d'y aller. Mercredi et jeudi, la France Insoumise tente de faire, et réussira, de faire des réunions dans les sous-préfectures dans chaque département. Nous, dans les Pyrénées-Orientales, on ne fera pas ça à Perpignan, ce qu'on a fait cette semaine. Mais ça sera soit à Prague, on a mis ça, soit à Serré, on a mis ça, donc là, il y aura qui enverront, qui et où, quand. Donc, je vous enverrai ça très rapidement dès que nous serons. Il y aura une autre réunion publique avec un intervenant à Prague, à Serré, dans une des deux sous-préfectures, et pour Alexis, Serré, c'est la préfecture de la cerise. Quand Mélenchon sera président, il recevra des cerises en l'heure de Serré. À Prague, le maire de Castex viendra même après. Alexis, tu as la parole. Merci Francis. Merci à tous. Merci à parole. À travers Francis, je vais remercier aussi celles, tous ceux qui ont permis cette réunion. La campagne électorale n'est pas seulement un rendez-vous dans un bureau de vote. Vous savez, le 10 avril et 24. C'est important, Félix, on va y revenir. Mais une campagne, au sens où nous l'entendons, au sens républicain, d'un sens aussi, c'est un grand nombre de délibérations politiques. Que le peuple discute. J'ai vu, vous avez tout à l'heure, à l'invitation de Claire, lever la main, certains pour dire que c'était la première réunion. Vraiment, ça fait chaud au cœur parce que c'est ça qui fait sens. Si nous sommes un peuple politique, un peuple civique, pas notamment réunis sur une base ethnique ou religieuse, c'est parce qu'ensemble, dans des moments pareils, nous délibérons et nous cherchons à savoir ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc cette élection n'est pas seulement le rendez-vous que vous avez, mais c'est aussi la présence à ce type de réunion, le temps que vous allez prendre à lire les programmes, tous les programmes, celui des 12 candidats, regardez les émissions de télévision, écoutez les candidats. Si celles et ceux qui sont venus pour la première fois, peut-être vous pensez à un autre candidat, eh bien bienvenue, écoutez, et allez aussi écouter les autres. C'est ça qui fait de nous un grand peuple. Cette capacité à discuter, à comprendre, à revenir sur une idée, à changer d'opinion éventuellement, à se forger une fois de plus une conscience politique dont la question à résoudre n'est pas seulement qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi, mais qu'est-ce qu'il y a de bon pour ce pays, pour ce peuple, et à travers le sort et la réponse que vous donnerez aussi, les conséquences que ça aura sur l'ensemble de la humanité. Je le dis avec solennité et gravité, mais je le crois profondément. L'enjeu de cette élection est un enjeu majeur. Bien sûr, vous avez déjà participé à des élections, c'est pas la première que vous allez faire. Peut-être qu'il y a quelques plus jeunes d'entre nous qui vont participer à la première élection. Et on a déjà voté à des élections municipales, régionales, etc., voire même à des élections présidentielles. Mais vous tous, on le sait, on le sent. L'enjeu de cette élection est un enjeu majeur. Premièrement, en raison des institutions
concentre sur celle ou celui que nous allons désigner président de la République à un tel point que pour notre part, nous trouvons ça dangereux sur le plan démocratique. Mais selon le sort de cette élection, c'est la politique du pays, de l'ensemble du pays qui sera déterminée pour les années qui viennent. Et en raison de la place particulière de ce pays, de la puissance économique qu'il représente, de son histoire profonde et de la manière dont il est regardé dans le monde, de sa capacité à jouer un rôle diplomatique, je le dis avec solennité, c'est l'avenir même de l'humanité qui est en jeu. Nous sommes entrés aujourd'hui dans un moment où la question des guerres est en Europe. Elle revient en Europe et je ne dis pas que je ne développerai pas plus ce soir que ceux qui découvrent la guerre ont peut-être oublié que depuis 7 ans, il y a une guerre terrible au Yémen qui a fait plus de 300 personnes. Perdre la vie et que le gouvernement français actuel a continué à vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Et avec que Aurélien représente ce soir, nous avons souvent combattu et interrogé la ministre des Armées pour que la justice, pas que la vérité, la clarté au moins soit faite sur le type de matériel que nous vendions. Parce que nombre de journalistes avaient révélé que, sans aucun doute, le matériel que nous utilisions et les conséquences que ça allait étaient même contraires à des traités internationaux sur l'usage des armes que nous avions signés. Je n'en dis pas plus, mais cela a été dit avec force. Pour nous, la solidarité que nous avons avec l'être humain, elle est totale, en toute situation. Et pour nous, certains, à un moment donné, parlent de réfugiés, parlent de migrants. Pour nous, c'est une seule et même chose. Des femmes et des hommes qui fuient les grands désordres. Et nous pensons éventuellement l'accueil à leur donner, et aussi à trouver des réponses politiques qui amèneront à ce que ces femmes et des hommes n'aient plus à fuir leur pays, avec la peur et l'angoisse. Voilà où nous en sommes. Donc il y a un enjeu majeur. Et je le dis, la première chose qui est l'objet sans doute de cette réunion, on a eu le plaisir de se retrouver, d'échanger des idées, grâce au professeur Francis Dars, de récupérer du matériel pour toutes les... Et il a bien raison, il n'y a rien sans organisation. Il n'y a rien de grand sans organisation. Donc, en allant vite, je voulais remercier les militantes et les militants. Sans ceux qui ont organisé la réunion, qui ont mis les chaises, qui collent les affiches, il n'y a rien, il n'y a pas de démocratie. Donc gloire à eux. Merci beaucoup. Il n'y a pas de démocratie sans le syndicalisme. Le représentant associatif qui dimanche va faire courir les gamins éventuellement, le militant politique qui colle les affiches, c'est ça la vérité. Alors c'est ça le problème, c'est que cette grande délibération dont nous avons besoin, nous sommes aujourd'hui face à quelques difficultés. On a notamment un président de la République qui estime que ce qui devrait être la base même de se présente pour un second mandat, la moindre des choses, vu qu'il est candidat, c'est qu'il participe à des élections, il accepte qu'il y ait au moins une confrontation avec les autres candidats pour qu'au moins des questions lui soient posées, pas seulement dans une espèce de speed dating, vous savez ce que c'est le speed dating, t'as rendez-vous pendant quelques minutes et tu te succèdes. Les émissions c'est un peu ça, chacun même pendant un quart d'heure et tout s'en va. Ça c'est trop facile, bien sûr, les journalistes posent des questions, mais le rôle d'un journaliste n'est pas celui, c'est pas la même fonction qu'un autre candidat qui vient là évidemment pour éventuellement mettre le candidat en contradiction, et c'est la moindre des choses. Ça il l'a pas fait. Si j'ai bien compris, je vais peut-être des bêtises, tout ça, il ne fera même pas de meeting. Et donc c'est à nous, voire même des meetings payants tout, format un peu particulier, très peu. Mais de toute manière, nous sommes parmi les seuls à essayer de faire en sorte que la température politique monte dans le pays et que les gens comprennent l'enjeu. Et sans aucun doute que le premier obstacle et le premier ennemi que nous avons, c'est cette forme de résignation, dans lequel c'est une ruse du système, n'y allez pas. La gauche, les bandes de crétins, ils seront divisés comme jamais, ce qui n'est pas vrai, ça sert à rien, ils seront nulle part. La gauche a jamais été aussi nulle, j'ai entendu. De toute manière, ce sera en second tour, Madame Le Pen et Macron, ne vous intéressez pas. Et c'est tout l'inverse qui est en train d'avoir. Et arrive maintenant la possibilité, je ne sais pas si nous y arriverons, mais j'ai la profonde conviction que c'est possible que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour de l'élection présidentielle. Soit le plus important aujourd'hui, ce que nous disent les études d'opinion que nous regardons tous chaque jour pour savoir si notre candidat préféré a pris un point ou deux, nous disent aussi qu'actuellement le taux de participation à l'élection sera peut-être autour de 70%. Il était de 77% il y a 5 ans. Il est parfois monté dans l'histoire du pays à 85% à l'élection présidentielle. C'est là tout l'enjeu. Bien sûr, il y a quand même peut-être le collègue qui veut voter pour Le Pen, pour je ne sais pas qui, on en discutera. Mais il y a surtout et d'abord à aller faire le tour de tous ceux qui jusqu'à
ceux-là ne vont pas voter. Et sociologiquement, pardon de parler comme ça, c'est les nôtres, ce sont les milieux populaires. C'est ceux qui seront les plus frappés par la crise. C'est ceux, comme disait tout à l'heure Claire, qui, je veux dire, c'est les dégoûtés. Et vous savez ce que c'est quand les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants en général. Donc c'est à nous d'aller convaincre que oui, ils ont pas gagné à ce que le deuxième tour de cette élection présidentielle ne soit pas celui qui était annoncé. Oui, ils ont pas gagné à ce que Jean-Luc Mélenchon soit élu. Notamment pour ce qui a été dit. Parce que travailler jusqu'à 65 ans, c'est pas la même chose que travailler jusqu'à 60 ans. Parce qu'aujourd'hui, une personne sur deux qui a plus de 60 ans, elle est soit en invalidité, soit au chômage. Donc c'est déjà à l'heure actuelle. Et si on repousse encore plus le nombre de cotisations et de trimestres qu'il faut pour bénéficier d'une retraite complète, ça voudra dire qu'il y aura encore plus de gens qui ne seront pas arrivés jusqu'à la totalité de leur trimestre, qui devront travailler plus longtemps et comme ils n'y arriveront pas, eh bien leur pension sera encore plus basse. Voilà la réalité. Oui, il y a un enjeu évidemment à ce qu'on sorte de cette élection avec un SMIC à 1400 €. Oui, il y a un enjeu à ce qu'il y ait éventuellement un blocage des prix sur les produits de première nécessité, etc. etc., etc. Les amis, je ne vais pas être long sur toutes les propositions. Il y en a 649 dans notre programme. Vous les avez entendues. Si vous êtes là ce soir, sans doute que vous avez déjà assisté à beaucoup de choses. Les deux orateurs précédents étaient de grande qualité. Je vais prendre un exemple avant de passer vraiment à la 6e République. Ils ont fait une réforme X, le gouvernement, de l'assurance chômage. Leur but, paraît-il, c'est que les chômeurs sont trop indemnisés. N'étiez pas au courant? Aujourd'hui, je rappelle au passage qu'une personne sur deux qui est au chômage ne perçoit rien. Ça, c'est la réalité. Pour autant, ils ont prévu de faire une réforme dont le but, disent-ils, entre 2021 et 2024 est d'économiser, si j'ai bien compris, 4,2 milliards d'euros sur le dos des chômeurs. 1,2 million d'euros, 1,2 million de chômeurs va être concerné par cette réforme. Et concrètement, 400 000 chômeurs actuels vont voir sans doute leur pension de chômage baisser de 40%. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Actuellement. Et je le dis dans ce département, je ne vais pas redonner tous les chiffres des Pyrénées-Orientales, que je connais bien, parce que moi je suis un voisin conflictuel de votre département, je fais Rolleté et Béziers pendant des années. Je le dis habituellement parce qu'Aurélien a parlé de lui, pendant des années, on a connu ça, Agen des Béziers, quand on parlait des Perpignanais, bref, je reviens dans un sujet plus sérieux. Voilà. Je salue et t'embrasse. Je reviens au sujet. Ils veulent faire des économies sur les chômeurs. Ils l'ont fait, ils l'ont mis en place, ils l'ont voté. Et vous avez suivi l'affaire McKinsey? Ça, c'est un scandale majeur. Et je pense que je vais en parler de nous ce soir. Il faudra continuer dans chacune de nos interventions médiatiques, chaque fois que nous avons la parole, pour dénoncer ce scandale. C'est pas une mince affaire, c'est pas anecdotique. En même temps qu'ils voulaient mettre en place et qu'ils ont mis en place ces économies sur le dos des chômeurs avec l'arrière-pensée idéologique comme quoi les chômeurs quand même sont un peu trop indemnisés et pour qu'ils se bougent les fesses et cherchent du boulot, il faudrait un peu moins les indemniser parce que c'est ça le raisonnement et qu'on va donc faire des économies sur leur dos. Ils donnent à des cabinets conseils, des officines privées de l'argent public afin que les gens donnent des conseils. Donc quand même, j'aimerais en dire deux mots, vous avez suivi. Il y a notamment, puisqu'on a parlé d'école, il y a un rapport sur l'école. Je crois qu'il a coûté 1,5 million d'euros, de 200 pages, jamais publié à l'occasion d'une initiative des anthropologues qui n'a jamais eu lieu. La page qui a été faite, elle coûte 2197, tu as suivi comme moi, euros. Détournement d'argent public, dit l'ami qui est au premier rang. On parle de ça. On parle du fait que vous avez une succession comme ça de gaspillage d'argent qui a eu lieu, à hauteur sans aucun doute, on estime entre 1,5 milliard à 3 milliards au moins, grâce à un rapport sénatorial qui commence à avoir un peu la lumière là-dessus, qui sont donnés à ces cabinets de consulting, et notamment le cabinet McKinsey. Alors c'est un scandale, non seulement parce que c'est un gaspillage d'argent public, moi notamment j'ai en mémoire, combien il a coûté, je crois aussi plus d'1 million d'euros, le rapport qui a pensé le fait qu'il fallait baisser les APL de 5 euros. Vous l'avez suivi, je m'en souviens, ça me choque parce que les APL, la baisse des APL de 5 euros, c'est quasiment une des premières choses qu'ils ont fait quand on est arrivé à l'Assemblée. Et avec les copains, on avait décidé, vous vous en souvenez, c'était moi qui avais fait ça, de monter les boîtes de consomme. Il y a quand même 5 euros par mois, on peut quand même acheter des denrées. Donc c'était tout à fait par le président de l'Assemblée nationale, qui m'avait envoyé une lettre pour dire la prochaine fois, c'est parce qu'on n'a pas le droit normalement de montrer des choses dans l'hémicycle, et nous on avait dit, il faut montrer cette vérité, qui est la vérité de gens avec 5 euros. Alors bien sûr, c'était pas de la nourriture de qualité.
avec 5 euros, on peut acheter des choses et ça fait un panier repas. Et donc, il y a des gens qui ont été payés de capital privé à hauteur de plus d'1 million d'euros pour dire que ce qu'ils avaient à proposer, c'est qu'on baisse les APL pour les plus pauvres. Cette histoire-là est la démonstration de ce qu'est le macronisme, une forme de privatisation de l'État. Alors qu'on a une administration, on a une autre administration, on a des hauts fonctionnaires, on a des préfets, des sous-préfets, des gens de qualité dans l'administration. Eh bien, on passe par des cabinets privés dont on s'aperçoit au passage la consanguinité politique qui existe avec Emmanuel Macron. Le directeur de ce cabinet McKinsey, qui s'appelle Karim Tadjedi, a même co-rédigé des rapports avec Emmanuel Macron. Le secrétaire général actuel du mouvement En Marche est un ancien du cabinet McKinsey. Et tout ça, un phénomène quasiment de corruption politique qui éclate maintenant et qui doit être aussi au cœur de la discussion. Parce que c'est pas possible progressivement qu'on démantèle l'État, la République, pour confier à ce type d'officines privées, qui sont par ailleurs des officines de copains et de coquins, comme on dit couramment, dans lesquelles on gaspille de l'argent public pour que ces gens-là, avec leur arrogance, nous expliquent qu'il faut baisser les APL, qu'il faut baisser l'assurance chômage, etc., etc., etc. Donc avec votre bulletin de vote, vous pouvez aussi envoyer un message très clair. Si vous êtes d'accord avec ça, votez Macron, il n'y a pas de problème. Mais si vous pensez comme moi que c'est scandaleux qu'on gaspille de l'argent public, qu'on fasse baisser les allocations pour les chômeurs, qu'on fasse baisser les allocations pour les plus pauvres, pendant qu'une bande de corrompus se gâte sur notre dos, là je dis non, et on peut le faire avec le bulletin de vote. Je crois qu'Aurélien est clair, on doit dire en général, on sort tous, mais quand même, moi quand j'ai lu ce chiffre, au début, j'ai pas cru. J'ai dit, c'est pas possible. C'est l'Oxfam qui nous dit ça. Après 5 ans de Macron, les 5 personnes les plus riches de ce pays possèdent aujourd'hui autant que 40% de la population. Incroyable. 27 millions de Français égale 5. Moi, je vais vous dire, moi je suis un républicain jusqu'au bout des ongles comme vous. Mais il n'y a pas de république quand il y a autant de dégâts. La République, c'est pas seulement un drapeau bleu, blanc, rouge, et j'aime ce drapeau parce qu'il est né notamment dans un moment révolutionnaire. La République, c'est pas seulement une République. La République, c'est aussi, comme je l'ai entendu tout à l'heure, c'est la République sociale. Sans quoi, il n'y a pas de République. Creuse les inégalités. À tel point qu'aujourd'hui, les 500 familles les plus riches, qui représentaient 21% du PIB, vous savez, le PIB, c'est le produit intérieur brut du pays, 500 000 richesses. 21% du PIB en 2017, après 5 ans de Macron, il représente 43% du PIB. Merci Macron. On en est là. Donc je le dis, vous savez, pour ceux qui ont le goût de l'histoire, c'était même un débat qui a eu lieu pendant la Révolution française. Si c'est pour remplacer l'aristocratie des nobles, pour lui substituer une aristocratie encore plus implacable, l'aristocratie des riches, alors l'œuvre révolutionnaire n'a pas été menée jusqu'au bout. On vous dit des choses ce soir sans doute. Vous dites, ah, ils ont raison, peut-être pas d'ailleurs, vous pouvez amener ce programme est intéressant. Mais rien n'est possible en vérité. Quand bien même, lorsque nous arriverons en responsabilité des 17 maîtres avril, quand bien même nous sommes armés d'un programme politique et de propositions extrêmement fortes. Mais il y a un acteur politique dans tout ça, qui doit gagner. J'ai une souffleuse qui donne le mais c'est la question centrale. Et ne prenons pas ça à la légère. Bien sûr, souvent je fais des réunions, les camarades me disent l'urgence c'est le social. Ils ont raison. 8 à 9 millions de seuil de pauvreté. Parfois, chez d'autres réunions, les copains me disent l'urgence c'est la crise écologique. Ils ont raison. Le rapport du GIEC, vous l'avez vu, c'est des scientifiques qui nous disent que si on ne fait rien dans la prochaine décennie, c'est 4 milliards d'habitants sur la planète qui vont sans doute devoir quitter le lieu où ils habitent en raison notamment des dérèglements climatiques. Donc l'affaire, elle est sérieuse. Mais moi, j'ai la conviction, quand je dis moi, ceux qui sont dans cette salle, on ne pourra pas dénouer la question sociale et la question écologique si on ne dénoue pas la grave question qui est la question démocratique. Donc cet acteur, puisque la copine là a spoilé, on dit divulgaché, cet acteur politique, il doit gagner des droits nouveaux. Sans quoi, quand même, vous allez élire une majorité après la victoire de Jean-Luc Mélenchon, dont personne ici ne doute, et ensuite la victoire à l'Assemblée législative qui suivra. Quand même, vous aurez élu du Sorélien, du Père, etc., qui sont des gens formidables. Même avec la meilleure volonté, nos adversaires, évidemment, n'auront pas désarmé. Leur puissance est considérable. Ils détiennent des médias, ils détiennent des entreprises, ils ont des éléments d'officine et de pression publique considérables.
Il y a un acteur politique qui, lui, doit gagner des droits nouveaux afin d'être un élément de pression permanente sur l'action de ce nouveau gouvernement. Cet acteur politique, donc le peuple, vous l'avez compris, doit progressivement être là et permettre que l'ensemble des mesures que nous proposons se mettent en place. De quoi parlons-nous fondamentalement? La Ve République, cela a été dit, est née dans un moment très particulier de l'histoire du pays. Ne l'oubliez pas, 1958, nous sommes au bord d'une guerre civile. En raison de la fin de l'empire colonial et notamment de la question algérienne que le gouvernement de la Ve République n'arrive pas à résoudre, la menace même d'un coup d'État militaire est évoquée en 1958. Ne riez pas, ça s'appelle l'opération Résurrection. Il y a même des régiments de parachutistes qui ont sauté sur la Corse pour faire pression sur le gouvernement de la Ve République et d'accepter qu'il cède le pouvoir au général de Gaulle. C'est dans ce contexte de crise qu'est née la Ve République, qui a des traits très particuliers, autoritaire, concentration de pouvoir. Même d'ailleurs en 1958, il n'est pas encore tout à fait prévu que le président de la République soit élu au suffrage universel. Bref, c'est dans ce moment-là que naissent ces institutions. Mais toujours déjà, il y avait, c'est pas secondaire ce que je vais vous dire d'ailleurs sur la question du président, il y avait un débat à l'époque qui était de dire il ne faut pas que le président de la République il soit notamment élu de la sorte par le suffrage universel, parce qu'il y avait quand même, je vais faire une référence dans la ville de Perpignan, et j'ai vu tout à l'heure la statue de Aragon, c'est que jusque-là, il y avait eu une expérience de Deuxième République en 1848, où il y avait un président qui avait été élu, il s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte, il a été élu parce qu'il était neveu de l'empereur, vous connaissez, et il avait profité de l'occasion après, parce qu'il avait gardé le pouvoir, pour faire un coup d'État. Vous connaissez cette histoire. Et François Arago, que vous saluez encore chaque fois que vous voyez la statue, était ce personnage magnifique, qui après avoir joué un rôle important pendant la Deuxième République, avait refusé le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, et à tel point que par la suite, et ça va fort coûter, plus tard, de maladie, de tristesse sans doute, il a des morts, et ça reste pour nous des figures de ceux qui refusent la concentration des pouvoirs. Ce que je veux vous dire par là, c'est que en 62, peut-être ne suis-je perdu dans des détails, mais comme quoi l'histoire est toujours une histoire longue. En 58, le président de la République n'était pas élu au suffrage universel. Et il faut attendre 1962, notamment après une tentative de coup d'État contre le général de Gaulle, pour qu'il y ait ce système qui renforce les pouvoirs présidentiels d'élection du président. À l'époque, ça avait fait scandale. Le président du Conseil s'appelait Gaston Monnerville, avait dit que c'est une forfaiture. Il s'était adressé au général de Gaulle. Pompidou avait été mis en minorité à l'Assemblée nationale. Beaucoup de gens avaient protesté, des manifestations. Tout le mouvement ouvrier traditionnel, soit le Parti communiste, le Parti socialiste, était contre ces institutions. Un homme, notamment, après, il en a fait un mauvais usage, sans doute, quand il était à responsabilité. Il s'appelait François Mitterrand, avait écrit un livre qui s'appelait à propos de ces institutions, le coup d'État, parce qu'il est décrit comme des institutions autoritaires. Mais si je rappelle cette mémoire, c'est parce que je veux renouer le fil du fait que depuis toujours, ceux qui sont attachés aux libertés, à la démocratie, à la République, aux libertés telles que le mouvement ouvrier traditionnel les conçoit, ont toujours été contre ces institutions. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à porter cette éthique. Quel est le fond du problème? Concentration de pouvoir sur le président de la République, mépris du Parlement. Le problème fondamental que nous avons à dénouer, qui est une vieille question, c'est quel est le rapport entre le représentant et le représenté? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas un électeur, c'est-à-dire bénéficiant de la totalité des droits civiques, le souverain, uniquement le jour du vote, et qu'après, jusqu'au prochain rendez-vous électoral, je suis finalement un mineur qui ne dispose de comme moi? Comment dénouer cette question-là? Ce que nous proposons donc, c'est qu'à l'occasion de cette victoire électorale de Jean-Luc Mélenchon, soit mis en place le chantier de réforme institutionnelle qui serait mené par le même acteur qui doit retrouver tous ses droits, le peuple. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ce que nous convoquerons, si nous sommes élus, un grand débat qui permettra la désignation d'une assemblée constituante. Une assemblée constituante qui permettra démocratiquement, tranquillement, tous les mouvements politiques du pays vont s'exprimer, présenter des candidats, les gens du Rassemblement national présenteront leurs candidats, tout ce que vous voulez, les macronistes. On élira des députés constituants qui se réuniront dans une assemblée particulière pour concevoir. Ils auront 12 mois, 18 mois pour travailler de nouvelles institutions. Et après tous ces travaux, à nouveau validés par un vote sous la forme de référendum, on adoptera ou pas cette nouvelle constitution. Quelle est la grande idée? Quelles sont les grandes idées que nous voulons mettre, nous, dans cette réforme constitutionnelle? Je reviens à mon propos. Repenser quel est le lien entre moi, électeur, et celui qui me représente. Moi, je ne suis pas contre la démocratie représentative. Très bien. Mais je suis contre l'idée que celui qui est désigné, finalement, ne rend quasiment aucun compte réel vis-à-vis de celui qui me représente. Donc là, ce que nous utilisons, que nous proposons, c'est que soit mis en place le droit de révoquer les élus en cours
Eh bien, un élu, parce que ceux qui l'ont désigné considéraient qu'il n'a pas bien travaillé, à commencer bien sûr par le président de la République, pourrait être éventuellement réélu. Ça ne créerait pas de l'instabilité, c'est tout l'inverse. Ça requérait une stabilité, ça requérait une confiance, mais pas une confiance au sens moral du monde, entre ceux qui prennent les décisions et le peuple. Toujours, en toute situation, le souverain, c'est le peuple. François Hollande, qui décrivait les institutions de la 7ème République, disait ce qu'il y a de bien dans ces institutions, c'est que même un gouvernement impopulaire peut continuer à agir. C'est une terrible définition. C'est une définition profondément anti-républicaine. Quand un gouvernement est impopulaire, alors il ne doit plus agir. Un gouvernement doit toujours être populaire. Un gouvernement populaire pour personne, c'est qu'il doit toujours agir au nom du peuple. Donc comment nous réglons cette affaire-là? Le droit de révoquer les élus. Éventuellement la prise en compte de l'abstention, la prise en compte du vote blanc. La question de l'abstention doit être... Nous devons en tenir compte. Je prends toujours cet exemple pour que vous compreniez. Et après je parlerai de Perpignan d'ailleurs. Je suis député de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Bref, ça vous parle peut-être pas, mais c'est deux villes, Montreuil et Lannion. J'ai obtenu au second tour 59,6% des voix. Je suis très fier. En réalité, reporté au nombre d'électeurs inscrits, je ne représente que 21% des électeurs de ma circonscription. Ça veut dire que 80% des gens de ma circonscription n'ont pas voté pour le député qui le représente à l'Assemblée nationale. Et c'est mon cas, et c'est le cas de tous les députés. Donc aujourd'hui, vous avez 577 députés qui en vérité ne représentent que 15 à 20% des électeurs inscrits. J'entends dire c'est le cas de Macron. Oui, Emmanuel Macron a obtenu au premier tour 23-24, ce qui représente en vérité 18,4% des électeurs inscrits. Et au second tour, j'affirme ici qu'il a été élu essentiellement dans un rejet de Madame Le Pen. Et malgré ça, il n'a obtenu que 43% des électeurs inscrits. C'est le fond du problème. La République, c'est le cadre le plus... l'écrin le plus positif, qui permet l'épanouissement de la souveraineté populaire. Et quand cette souveraineté populaire, elle n'est plus là, il y a un problème. J'entends dire souvent, ici à Perpignan, c'est la ville du Rassemblement national. Je ne commenterai pas ce que fait Louis Alliot, c'est pas le sujet. Mais écoutez, je regardais tout à l'heure. Louis Alliot, au premier tour, par rapport au nombre d'électeurs inscrits, il a obtenu 13% des voix. Et au second tour, il obtient seulement 23% des électeurs inscrits. Donc c'est quoi le problème? C'est qu'aujourd'hui, on est dans un tel océan souvent de dégoût, de résignation, du fait que les gens ne croient plus. C'est là-dedans aussi que progressent les idées d'extrême droite. Et donc la meilleure réponse que nous devons apporter, c'est comment nous créons aujourd'hui le cadre où à nouveau la souveraineté populaire s'exprime. Et les citoyens, même ceux qui dans cette salle ne sont pas éventuellement d'accord avec eux. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la totalité du programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le sujet. Mais notez bien que nous sommes les seuls à proposer une réforme, cette modification institutionnelle dans le cadre d'une assemblée constituante pour que des institutions plus démocratiques voient le jour. Des institutions où il n'y a plus cette mise à distance du peuple, où on aurait le droit de révoquer les élus, où il y aurait un référendum d'initiative citoyenne, où le peuple pourrait aussi intervenir pour dire quel texte il pouvait éventuellement soit débattu, ou éventuellement quel texte soit rejeté. Où il y aurait la prise en compte du vote blanc, c'est-à-dire le fait que si trop de gens finalement ne se reconnaissent pas dans le vote et que le bulletin blanc est trop important, on refait le vote parce qu'il n'y a pas de légitimité quand c'est seulement le la règle verte, la républicaine, etc. Nous devons, je le dis simplement, nous devons nous refonder comme peuple. Nous sommes un peuple parce que nous avons fait le choix de vivre ensemble. Nous sommes un peuple parce que nous pensons que vivre ensemble, c'est aussi des droits qui nous rassemblent. C'est que ça. Après, on a des couleurs de peau différentes, on a des convictions spirituelles ou pas différentes, c'est pas le sujet, on s'en fout. Éric Zemmour a dit aimer la France, et je sais pas quoi, aimer Louis de Funès et Jean Dujardin, c'est débile, comme des filles. C'est débile, c'est pas ça qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est que nous prenons à une chose. Article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça, c'est c'est un peuple souverain qui prend les décisions. La grande question qu'on doit dénouer dans cette élection, c'est pas que le peuple doit dénouer, c'est pas de savoir et choisir qui va être son prochain souverain. Et c'est son vote que le prochain souverain, c'est le peuple. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc un des grands enjeux de cette élection, au-delà des questions sociales, et la question sociale elle est présente évidemment. Je ne suis pas un idiot, je sais bien que beaucoup de gens qui doutent et qui n'ont pas envie d'aller voter, souvent quand on va les voir, c'est qu'ils sont dans une situation
mais aussi de faire passer le message. Que nous ne demandons pas, dans un exercice de séduction, de dire regardez le nouvel monarque qu'on vous propose, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, faites-lui confiance. Non. Ici, nous ne faisons confiance à personne. Et je le dis moi qui milite avec Jean-Luc Mélenchon depuis quasiment 40 ans. Je ne peux pas faire de lui le prochain monarque présidentiel. Je ne le souhaite pas pour mon pays. Je veux par contre qu'il soit l'outil politique pour qu'à travers son élection, nous mettions en œuvre et en application des réformes institutionnelles qui donneront des droits aux citoyens. Faites passer le message à ceux qui doutent, à ceux qui disent tous des pourris en politique. Votre député Corbière, il fait le malin, mais il est grâce à mon pays à rien foutre, etc., etc. Tout ce que j'entends, et je le comprends. Dites-leur qu'avec nous, si nous arrivons en responsabilité, ils auront le droit de révoquer les élus. Et s'ils ne sont pas contents du boulot qui est fait, légitimement, démocratiquement, ils auront le droit de voter Mélenchon, c'est pas dire oui aux 549 propositions, mais au moins sur l'essentiel, on peut se retrouver. Nous sommes des partageux. Ce pays a accumulé des richesses. On sent comment faire au moment de vivre mieux, en essayant de vivre mieux tous ensemble, parce qu'on ne vit pas bien dans un océan de malheur à quelques-uns, comme ça à se parquer entre riches, entre privilégiés, c'est débile. Prendre les enjeux écologiques, je l'ai dit, et mettre en œuvre cette réforme institutionnelle. Si nous ne le faisons pas, si ça n'est pas la décision qui est prise par le peuple, l'inquiétude que j'ai pour mon pays, c'est que la violence des rapports sociaux, la violence de la crise écologique et la violence démocratique ne cessent de s'aggraver. On le voit bien, je termine là-dessus, des choses qui me semblaient un peu dans les livres d'histoire sont en train de redevenir des réalités. La guerre, c'était terrifiant. De grands enjeux, je ne développe pas plus ce soir, le fait que peut-être les États-Unis d'Amérique vont perdre la Chine au niveau mondial économique au profit de la Chine. Ne croyez pas qu'un empire économique perd son leadership sans que ça ait des conséquences au niveau mondial. C'est ça aussi l'enjeu qui se noue derrière ce qui est en train de se passer quelque part en Ukraine, la manière dont, si la Russie pas, se tourne encore plus vers la Chine. Donc il y a un enjeu à avoir la tête claire, à agir sur le plan économique, garder la paix parce que ce monde est dans un état de tentation. La crise écologique, etc. Et surtout, je le répète, convaincre que dans les quelques jours qui nous restent, c'est possible. Ça va jouer à peu de choses. À très peu de choses. La dernière fois, parfois, ça faisait sourire. Jean-Luc avait dit, à 600 000 voix après, nous étions au second tour. Quelques esprits moqueurs disaient, mauvais perdant, c'est pas le sujet. Pas le sujet. Mais nous ne jouons pas. Nous ne sommes pas là pour prendre la pause. Nous ne sommes pas là pour, comment dirais-je, nous faire plaisir autour d'une réunion. Nous avons le sens de l'histoire. Un grand penseur disait, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. C'est pas toujours la vie en beaucoup de choses, mais ça va se jouer là, dans 10-11 jours, à quelques voix près. Peut-être dans notre capacité d'élu civil dans toutes les villes de France comme nous le faisons ce soir. Parce que 2-3 amis qui n'avaient pas prévu d'aller voter pour nous, ceux-ci finalement, ils n'ont pas tort sur telle et telle aspect. J'aime mon pays et je fais ce travail-là. Les amis, faites passer le message. Le 10 avril, on peut changer ce pays. Salut à tous. Et en fait, effectivement, nous pouvons gagner, et c'est quelque chose d'exaltant.